Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tout le monde. Je vois que nous avons des participants du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne. J'ai vu quelqu'un de Guinée, quelqu'un de France, quelqu'un du Sénégal. On a un peu de tout le monde. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire, plus exactement un séminaire en ligne. C'est la nouvelle formule. Voilà. Alors, il s'agit de la présentation d'une étude qui a été menée par Promédiation en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, notamment le bureau du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest, qui est basé ici à Abidjan. L'étude est intitulée « La menace djihadiste au nord du Ghana et du Togo, état des lieux et perspectives pour contenir l'expansion ». Voilà. Donc, nous allons parler un peu de cette étude et puis nous allons discuter autour. Nous avons pour cela quelques petites précisions à vous faire, cher public. D'entrée de jeu, c'est que… Ah oui, les Nigériens se signalent aussi, merci. Voilà. Ce webinaire est enregistré. Donc, pour tout ce que vous aurez à dire, pour toutes vos interventions, c'est important pour nous que vous le sachiez. Voilà, il est enregistré et il sera diffusé en différé sur nos plateformes sociales. Donc, vous pourrez le réécouter, le resuivre plus tard. Autre chose aussi à savoir, c'est que lorsqu'on sera à l'heure des questions et réponses, vous pourrez poser vos questions dans la partie réservée à cet effet. Il suffit d'aller dans le menu de votre application Zoom. En bas, sur la gauche, vous avez le menu questions et réponses. Bien entendu, vous pouvez continuer d'inviter tout le monde. Il y a la langue française disponible, la langue anglaise aussi et la langue allemande. Pour la langue française, c'est en accès direct, mais pour la langue anglaise et la langue allemande, vous allez dans le menu en bas à droite. Il y a l'onglet interprétation, vous cliquez dessus et vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaiteriez nous recevoir. Très bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je tiens aussi à préciser que pour ceux qui veulent parcourir le rapport dans son intégralité, il sera disponible à partir de demain sur le site de la CAS Abidjan, qui est www.cas.de/West Africa. Africa avec la lettre K. Je reprends www.cas.de/West Africa. Et sur le site de notre partenaire Promédiation, www.promédiation.org. Promédiation sur un seul mot. www.promédiation.org. Voilà. Ceci étant dit, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Donc, je remercie encore une fois tout le public. Les gens continuent d'écrire dans les commentaires de quel pays ils nous suivent. C'est très gentil à vous. Nous avons avec nous aujourd'hui Dr Stéphanie Brinkel, qui est la représentante résidente du bureau de la CAS à Abidjan et aussi la directrice du programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Nous avons bien sûr plusieurs collègues qui sont en arrière-plan pour assurer la technique. Nous avons les panélistes, notamment M. Florent Giel, le directeur adjoint de Promédiation. Nous avons Gilles Yabi, le président du comité directeur du think tank Wati, que beaucoup connaissent déjà certainement. Et nous avons M. Bakary Sombé, directeur de Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies. Juste quelques petits mots. Alors, Promédiation, c'est une organisation, comme le nom l'indique, qui fait dans la médiation, dans l'anticipation, plutôt que d'être réactifs, ils sont proactifs. Donc, ils essayent de mener des études pour anticiper sur toutes les thématiques et tous les défis auxquels fait face le continent. Wati, qui est aussi un think tank bien installé à Dakar et qui œuvre pour des sociétés et des institutions plus justes en Afrique, en proposant sans cesse, avec la collaboration de plusieurs chercheurs, des solutions pour les défis politiques, économiques et sociaux. Et nous avons aussi Timbuktu Institute, l'Institut Tombouctou, en français, qui se donne pour mission d'édifier des sociétés où règne la paix à travers la consolidation des valeurs universelles. Donc, voilà un peu les éminences grises que nous avons sur ce rendez-vous intellectuel. Merci à tous d'être là.
Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dr Stéphanie Brinkel pour nous dire quelques mots en introduction avant que nous rentrions dans le vif du sujet. C'est à vous, Madame Brinkel. Vielen Dank, Victor. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag und freue mich sehr, Florent Giel von Promediation, Gilles Yabi von Wati und Bakary Sambé vom Timbuktu-Institut sowie alle Zuhörer heute begrüßen zu dürfen. Die Studie, die wir heute vorstellen, ist der zweite Teil einer Reihe von Erhebungen und Bewertungen zur Sicherheitslage in den Ländern am Golf von Guinea. Beide Teile wurden von Promediation erstellt und in der Veröffentlichung von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt. Im Anschluss an die erste Studie, die im vergangenen Jahr 2021 veröffentlicht wurde und die sich auf Benin, Burkina Faso und Côte d'Ivoire bezieht, konzentriert sich nun diese neue Studie auf Dynamiken und Entwicklungen in den nördlichen Teilen von Togo und Ghana. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Situation in Ghana und in Togo, auf dem Sicherheitsschachbrett in der Sahelzone und am Golf von Guinea. Beide Länder sind von der dschihadistischen Bedrohung betroffen. Zu konstatieren ist, dass im Zusammenhang mit der Verschlechterung der Sicherheitslage in Burkina Faso und in Mali der Norden der Küstenländer nun die neue Frontlinie der in der Sahelzone operierenden bewaffneten Gruppen geworden ist. Genauere Erkenntnisse wird Ihnen und uns Florent Giel vorstellen. Lieber Florent, ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit. Ich freue mich auf deine Präsentation und auf die anschließende Diskussion mit den Panelisten. Vielen Dank. Merci beaucoup, Dr. Brinkel. C'était très précis et concis. Alors, Florent, ça va être le tour de Promédiation de nous dire de quoi il retourne, pourquoi est-ce que nous sommes là. Donc, voilà, je vous cède la parole pour la présentation. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup à Victor-Emmanuel. Merci beaucoup, Stéphanie, pour son introduction et ce partenariat qui nous a permis de mener donc effectivement ces deux études. Puisque la première portait effectivement sur le Bénin, une partie du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Et pour compléter un peu le tour des pays côtiers, nous avons ensemble décidé de faire cette seconde étude pour comprendre et illustrer un phénomène dont tout le monde parle intensément depuis plusieurs mois, mais qui préoccupe un certain nombre d'organisations, dont Promédiation depuis plusieurs années, c'est la capacité des groupes armés djihadistes d'étendre le conflit au Sahel vers les pays des golfes de Guinée, les pays côtiers, ou le spillover en anglais, comme on le dit régulièrement. Et donc la question était pour nous d'essayer d'étudier ces deux zones de pays dont on a peu de données, peu d'informations et dont on regarde un petit peu de la littérature, peu d'analyses récentes, sécuritaires, sociales et des dynamiques de compréhension de ce qui s'y passe. Promédiation mène évidemment ce type d'études pour comprendre les enjeux, les menaces éventuellement, de son travail pour mener des actions de médiation, parfois de négociation ou de facilitation de résolution de conflits armés et de crises politiques dans ces pays. Donc c'est dans ce cadre-là que Promédiation réalise des études et s'intéresse à ces dynamiques. Donc c'est évidemment un sujet hautement d'actualité dont on va parler aujourd'hui. Pour ne pas prendre trop de temps aussi et puis garder du temps pour la discussion, je vais tout de suite vous présenter les principaux achievements, les principaux enseignements de cette étude. Pour ça, je vais me permettre de partager mon écran et de faire une petite présentation PowerPoint qui va soutenir mon propos. Je reviens pas sur qui nous sommes, une organisation de médiation dans la conflit armé
et les crises politiques et de facilitation des dialogues politiques. Je ne reviens pas non plus sur les objectifs de l'étude, qui était d'établir un diagnostic et d'approfondir l'analyse sur le Ghana et le Togo, et évidemment sur le nord de ces pays, puisque c'est ceux qui sont les plus menacés par ce phénomène des groupes armés djihadistes, ou en tout cas de déstabilisation sécuritaire, sociale et politique. Pour cette étude, nous avons mené donc des enquêtes de terrain au Ghana et au Togo, beaucoup d'interviews et d'analyses avec beaucoup d'acteurs politiques, sécuritaires, du monde académique, et puis évidemment une revue de la littérature sur la question, pour essayer aussi d'avoir des références pour cette enquête d'une soixantaine, un peu plus de pages. Je reviens rapidement sur le contexte régional, sur les récents développements en particulier, avec au Sahel la poursuite des stratégies des armées nationales et des forces internationales qui poursuivent leur stratégie d'élimination des leaders des deux grands groupes armés, JNIM, AQMI, et puis l'EIGS, mais aussi l'arrivée des éléments russes, notamment des forces Wagner et le départ de l'opération Barkhane et des forces européennes Takuba. Un espace aussi qui est sous tension et qui inquiète, c'est toute la région de Sikasso et puis son pendant au Burkina Faso, les régions des Cascades. En gros, toute la frontière, la zone frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui est là encore une forme de nouvelles trois frontières et qui nous intéresse particulièrement pour le Ghana et le Togo. Et puis évidemment, la poussée, l'expansion, en particulier du JNIM, vers les pays côtiers. Donc cette neutralisation des leaders d'AQMI, comme vous le voyez, et du JNIM et de l'EIGS, donc les deux grands mouvements des groupes armés djihadistes au Sahel, a pour conséquence un remplacement des chefs. L'un des enseignements qui est important dans cette dimension aujourd'hui, c'est bien que malgré l'élimination des leaderships des groupes armés, on ne voit pas tellement d'affaiblissement de ces groupes, malgré ces éliminations des hauts cadres. Et on s'aperçoit en particulier que soit une nouvelle génération, soit des cadres de remplacement prennent leur place et poursuivent soit une stratégie, soit en tout cas les actions qui ont été entamées. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre d'opinions publiques, d'États aussi, ont des doutes sur l'efficacité de cette lutte antiterroriste, la façon dont elle est menée, ou tout au moins la façon dont on pourra ou pas gagner cette guerre. Et manifestement, un certain nombre de personnes considèrent que c'est une guerre évidemment ingagnable à ce stade, puisque justement les leaders de ces groupes sont systématiquement remplacés, et en tout cas, on ne voit pas d'amélioration sécuritaire au Sahel, bien au contraire, on voit aujourd'hui une expansion des groupes armés et une prise progressive de nouveaux espaces, particulièrement au Burkina Faso. On pourra y revenir. Donc le JNIM n'est pas évidemment, ou le GS ne sont pas épargnés, puisque l'on voit un grand nombre de ces leaders qui sont attaqués. Le deuxième fait majeur, c'est la guerre entre l'EIGS et le JNIM qui a marqué la région sahélienne depuis presque 2 ans maintenant. Ça a commencé fin 2019, début 2020 et ça se poursuit aujourd'hui, qui fait que, et on le voit à travers un certain nombre de cartes, je vais vous présenter successivement, mais sur lesquelles je vais aller assez vite pour pas prendre trop de temps,
qui fait que ce spillover, cette expansion des groupes armés dans le nord des pays côtiers, a probablement été relativement freinée ces 2 dernières années par cette guerre presque fratricide, hein, puisque le IGS et les différentes composantes du JNIM sont finalement issus des mêmes groupes, des mêmes filiations, des groupes djihadistes présents dans le nord du Mali, notamment en 2012-2013, et qui se sont ensuite séparés. Et donc, ces 2 groupes se sont ensuite violemment affrontés à partir de 2019, fin 2019, début 2020, et ce qui a probablement accaparé leurs forces. Là, vous voyez que les affrontements ont essentiellement eu lieu dans la zone des 3 frontières, et ces affrontements se sont poursuivis. Si on a vu dans la première partie de l'année le JNIM gagner et prendre du terrain, on voit que dès la fin de 2020, le IGS, reprenant des forces, notamment grâce au soutien de l'ISWAP, qui est en gros l'État islamique au Nigeria, réussit à limiter entre guillemets la casse, et le IGS reprend du terrain. On assiste, et c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui, à des affrontements réguliers et perpétuels entre les 2 groupes sur vraiment ce qu'on appelle les 3 frontières, cette zone à la fois conflictuelle et sanctuaire pour ces groupes armés. Mais on assiste également depuis la fin de 2020 et toute l'année 2021 à une nouvelle expansion des groupes armés qui s'est manifestée en particulier par des attaques inédites au Bénin, dans le nord du Togo également, et en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est bien cette dimension régionale aujourd'hui qui attire l'attention de tout le monde et qui se demande dans quelle mesure l'expansion de ces groupes va pouvoir être maîtrisée et jusqu'où elle va aller. Alors ça, c'est la carte à peu près de ce mois-ci, je dirais, puisque c'est des situations en constante évolution. Je m'y arrête une seconde. Vous voyez bien que les affrontements, notamment avec les flèches en haut de l'État islamique, sont des affrontements récents qui se sont déroulés depuis 1 mois dans les communes d'Ambera Boukan, Kambakot, Bani Mondou, etc., et qui sont une réelle poussée de l'État islamique en territoire malien, qui aurait probablement pour but de se tailler un sanctuaire, probablement à l'abri des forces des frappes aériennes de Barkhane, dans cet espace, et permettre de conquérir une partie du territoire malien. Les autres faits majeurs, et vous le voyez bien, sont une poussée à l'ouest du Mali, également dans le sud du Mali, dans la zone de Sikasso, je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis des attaques dans le nord du Bénin, dans le nord du Togo, et une poussée également de Terra, au sud de Niamey, du JNIM, qui essaie de prendre des portions de territoire et de s'implanter sur la frontière burkinabé-nigérienne. Voilà un peu rapidement, hein, évidemment, l'environnement et le schéma régional, mais on voit également que cette poussée des groupes armés vers le sud, principalement au travers du Burkina Faso et de son encerclement, puisque aujourd'hui on voit très bien que toutes les frontières sont peu ou prou sous la menace des groupes armés djihadistes, et j'en profite pour rappeler que cette carte n'est pas les zones que l'on voit ne sont pas des zones de contrôle, hein. C'est évidemment des zones de passage. Tous ces territoires que l'on voit colorés ne sont pas sous domination immédiate des groupes armés, mais sont bien des zones d'évolution, de présence, d'attaque, de repli. Voilà. Mais on considère globalement que dans ces zones colorées,
les groupes armés se déplacent, ont des bases d'implantation et sont en capacité d'agir. Alors, dans ce contexte extrêmement troublé, on a essayé de porter un regard croisé sur la situation sécuritaire au Ghana et au Togo. Bien que ce soit deux États qui soient, de notre point de vue, confrontés à des menaces identiques, elles ont malgré tout leur spécificité à des degrés tout à fait différents. Et on va venir le détailler un tant soit peu, mais le premier constat, c'est que d'abord, le Ghana n'a pas aujourd'hui connu d'attaques revendiquées ou d'attaques qui pourraient sembler être des attaques de groupes armés djihadistes avec les buts habituels que sont les attaques de groupes armés djihadistes. Il semble aussi que le Togo et le Ghana soient l'objet, dans le nord du pays, d'une vive bataille des groupes armés pour le contrôle des nombreux trafics qui irriguent cette zone et qui sont évidemment préexistants à la situation sécuritaire actuelle, puisque ce sont ce qu'on appelle des vieilles routes de trafic, en tout cas, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Ce qui nous intéressait aussi, c'était l'analyse des capacités de réaction, d'analyse et de réaction du Ghana et du Togo. Comment est-ce que le Ghana et le Togo voyaient cette menace et comment est-ce qu'ils avaient mis en place des dispositifs ou des réactions pour pouvoir préventivement s'organiser face à la descente des groupes armés djihadistes, comment ils s'organisaient en interne et comment ils s'organisaient ensemble dans cet espace des pays côtiers. Et puis, encore une fois, ce qui nous intéressait également, c'était de comprendre et de voir quel était ce qu'on appelle le terreau utilisé par les groupes armés djihadistes pour s'implanter, comme on l'a vu au Sahel, et savoir si ces terreaux étaient existants dans ces zones du nord de ces deux pays côtiers, et savoir si les groupes armés avaient en quelque sorte la possibilité de s'implanter, ou en tout cas les excuses pour le faire. Alors, pour passer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, le nord du Ghana. Le nord du Ghana est une zone qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est assez peu étudiée et il s'y déroule pourtant, particulièrement depuis quelques années, de grands bouleversements, en quelque sorte. En tout cas, on y a découvert, à travers nos missions, une multiplication de foyers d'insécurité dans le nord du pays, porosité des frontières, banditisme, fraude et trafic divers. Il y a une nette montée de l'insécurité dans le nord du Ghana qui est alimenté par un certain nombre de phénomènes. D'abord des phénomènes migratoires, ou en tout cas des flux de population qui sont importants, avec on a recensé 44 points d'entrée migratoires officiels, mais 189 points non officiels, par exemple, démontrant la dynamique sur les flux migratoires qui s'exercent. Par ailleurs, le nord du Ghana, notamment l'Upper East Region et puis l'Upper West Region, est aussi confronté à de très importants problèmes de sécurité, conflits fonciers à caractère communautaire, mais également circulation d'armes de guerre. Certains nous ont parlé d'une culture de l'arme à feu, notamment dans l'Upper East Region, à Buwaku, par exemple, et qui est marqué par un taux très élevé de banditisme, également. Et je vais vous montrer une carte, et on peut le voir sur cette carte, tout l'ouest, une zone d'orpaillage en particulier, qui est, et on y reviendra, notamment à Chaché et à Bolé, probablement exploité par des groupes armés, probablement des groupes armés djihadistes. Et puis, on y a découvert
non seulement de très nombreux zones de départ de groupes armés, d'individus et d'éléments qui rejoignaient par la suite les groupes armés djihadistes, mais également des zones de conflit foncier, des zones de trafic et puis des zones de kidnapping. Ces kidnappings, on y reviendra également très rapidement parce qu'ils sont symptomatiques d'une dynamique qui existe dans l'ensemble des pays côtiers et qui vient du Nigeria et qui s'est répandue jusqu'en Côte d'Ivoire et qui sont initialement des kidnappings intracommunautaires, c'est-à-dire au sein de la communauté Peul, mais qui génèrent des trafics des revenus très importants puisque on estime que ce soit au Togo ou au Ghana, les rançons pour ces kidnappings peuvent s'élever dans des sommes de 5 000, voire 30 000, 40 000 euros parfois, voire au-delà. Donc, c'est des sommes très conséquentes. Mais ce que l'on a pu comprendre et percevoir aussi, c'est l'implantation physique du groupe armé dans le nord du Ghana. Alors, vous voyez, cette carte n'est pas exactement la carte qui est dans le rapport. C'est une pré-carte, mais que j'ai mise là pour montrer qu'à l'origine, la compréhension de l'implantation des groupes armés était, selon nous, des groupes armés issus de l'EIGS, donc de l'État islamique. On pense qu'aujourd'hui, une partie de ces éléments de l'État islamique se sont probablement convertis ou sont passés de l'autre côté avec le JNIM, donc toute la mouvance Al-Qaïda au Maghreb islamique, et en particulier la Katiba du Massina, qui est donc cette Katiba dirigée par Amadou Koufin, issu du centre du Mali, mais il resterait des éléments résiduels de l'EIGS, en tout cas ça reste des groupes armés djihadistes. Donc on voit que en plus de l'ensemble de ces conflits, on a également des conflits fonciers puis des conflits communautaires qui sont très importants, qui nous semblent donner une photographie de la situation sécuritaire au Ghana assez inquiétante, en tout cas avec énormément de foyers d'insécurité renforcés par tout le hachurage bleu que vous voyez en haut à gauche de la carte, donc au nord-ouest du Ghana, qui est une zone qui mélange à la fois une zone assez forte de banditisme et à la fois, comme le reste du nord du Ghana, une grande zone de pâturage qui est là encore une des dimensions de la question sécuritaire au Ghana, à savoir la question pastorale qui, comme dans les autres pays côtiers et dans une certaine mesure dans les autres pays sahéliens, constitue un catalyseur des tensions communautaires entre éleveurs et agriculteurs, renforcée par cette image négative qui est véhiculée par ces éleveurs pastoraux et dont une certaine part sont aussi transhumants, puisque c'est une grande zone de transhumance aujourd'hui. Et donc, la crainte de voir ces transhumants venir de ces pays sahéliens et apporter avec eux le terrorisme et les éléments de l'insécurité et des communautés et des populations est très forte, faisant en sorte que ces populations sont particulièrement stigmatisées et la population Peul en particulier, la communauté Peul, est majoritairement la population qui est aujourd'hui exerce la transhumance transnationale et apporte avec elle cette perception du danger et de ses risques. Pourtant, et on le voit de façon assez claire chez nous, il y a un paradoxe, le paradoxe ghanéen, qui est que il y a probablement des implantations de groupes armés djihadistes dans le nord du Ghana. On sait également que un nombre non négligeable
des Ghanéens qui sont partis faire le djihad sont aujourd'hui évidemment formés et sont au sein des différents mouvements et groupes qui composent aujourd'hui les mouvements djihadistes au Sahel. Alors, on a, c'est une évaluation des chiffres que l'on a pu avoir sur la base notamment de témoignages du porte-parole de l'État islamique au Grand Sahara, le IGS. On pense qu'il y a environ 200 recrues ghanéennes qui sont aujourd'hui au sein des groupes armés terroristes, avec ils passent une formation, évidemment, en général de 6 mois au Sahel, la plupart du temps, et 40% environ rejoindraient donc Ansarul Islam, qui est une des groupes armés composant le JNIM. Ansarul Islam, qui est ce mouvement burkinabé qui a émergé en 2015 et 2016. 20% seraient dans la Katiba Serba, c'est-à-dire Katiba qui est placée sur la frontière avec le Mali et le Burkina. 15% dans cette fameuse Katiba du Machina dont je parlais, qui est dirigée par Amadou Moussa, et 3% qui seraient auprès d'Iyad al-Khali, le chef aujourd'hui reconnu du JNIM. Une vingtaine de pourcents des éléments, de ces 200 éléments, seraient aujourd'hui dans la branche de l'EIGS et répartis un petit peu dans toute leur zone d'occupation, mais principalement au Niger, comme je vous l'ai montré sur les cartes. Donc, la plus grosse crainte que l'on peut voir dans la présence de ces groupes armés au Ghana, c'est bien le retour de ces éléments. Et pour ce faire, les autorités ghanéennes ont décrété une forme de mobilisation qui n'est pas inintéressante entre mobilisation militaire et coordination régionale. Globalement, et je reviens sur la carte pour que vous compreniez mieux, les autorités ghanéennes ont réorganisé leur architecture sécuritaire et ont opéré un redéploiement de leurs forces dans le nord du pays. Ils ont fait des redécoupages de leurs cartes militaires, pour faire simple, et ont essayé de renforcer le maillage sécuritaire par un redécoupage administratif et un redéploiement de leurs forces. Vous trouverez dans le rapport le détail de ce redéploiement pratiquement unité par unité. Et ça se marque par une présence évidemment accrue, non seulement des forces militaires, des forces de police, mais également du renseignement dans cette zone. Le deuxième pilier de l'action du Ghana, ça a été et ça demeure une forme de coopération régionale, puisque le Ghana est à l'initiative de ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, qui est cet organisme de nature totalement sécuritaire, puisqu'il réunit les ministres de la Défense et les ministres de la Sécurité. Et à la base, c'était plutôt les ministres de la Sécurité et les différents services de renseignement à travers la conférence des chefs d'État de l'initiative d'Accra, la conférence ministérielle et la conférence des experts. Et cette initiative d'Accra, initiée en 2016 et 2017 par le Ghana, est aujourd'hui rejoint par 7 pays, mais constitue le fer de lance de leur coopération régionale, considérant à l'époque et aujourd'hui également que c'était la coopération régionale qui permettrait au Ghana de limiter, d'éviter, ou tout au moins aujourd'hui peut-être d'éviter la descente des groupes armés vers le Ghana. Voilà, pour pas trop durer, je m'arrêterai là pour le Ghana. On a fait un petit encart sur le Togoland qui reste relativement anecdotique, mais on sait que les régions sécessionnistes ou à tendance sécessionniste peuvent inquiéter les pouvoirs politiques et peuvent être exploités en quelque sorte par les groupes armés djihadistes. En tout cas, le ressentiment de certaines populations dans certaines zones peuvent constituer des terreaux
pour les groupes armés djihadistes à utiliser. Le Togo, je vais essayer d'être plus bref, a ce paroxysme également, qui est que le Togo, lui, a été touché par des attaques de groupes armés terroristes, notamment en 2021, en novembre 2021, mais est probablement le pays de la zone, avec la Côte d'Ivoire, dans lequel la présence physique des groupes armés djihadistes est probablement la moins forte et la moins ancrée sur le territoire national. Pour autant, le nord du Ghana, et en particulier les savanes, reste une région sous haute tension, et là encore en proie à une criminalité très organisée, que l'on détaille précisément, outre dans la région des savanes, mais également dans la région de Silkassé, qui, et on le voit sur cette carte, Silkassé, mais également le nord-est du Ghana, demeurent des voies de trafic très importantes pour l'essence, les armes à feu, le trafic d'êtres humains, les médicaments, etc., etc., etc. Là encore, le Togo a opéré un redéploiement de ses forces sécuritaires à partir de 2018 et 2019, a rejoint l'initiative d'Accra, a mené également avec les pays voisins des opérations militaires pour déloger les groupes armés djihadistes, qui soient sur son territoire ou du côté burkinabé. Pour autant, la persistance des voies de trafic et également le besoin des populations qui vivent de ces trafics transfrontaliers, qu'ils soient légaux ou illégaux, place le Togo dans une position assez délicate. À la fois, il faut renforcer son système sécuritaire, sécuriser son territoire et ses frontières. Mais à la fois, ce sont des territoires et des zones largement marginalisées, dans lequel le développement des infrastructures et des services de l'État sont faibles par rapport au reste du pays, dans lequel également les dynamiques de trafic sont des éléments importants du revenu de ces populations, et on a vu que tout renforcement du contrôle des flux impliquait également une montée des tensions avec les populations. La fermeture de la frontière en raison du Covid-19, la crise sanitaire et autres, a marqué de profondes tensions dans ces zones. Et là également aussi, les conflits communautaires, les conflits fonciers, les conflits agriculteurs-éleveurs sont des terreaux, que sont des leviers que les groupes armés djihadistes sont en mesure d'utiliser. Face à ça, le gouvernement togolais a mené non seulement un redéploiement sécuritaire, comme au Ghana, mais a utilisé un outil spécifique qui s'appelle le CIPLEV, qui est le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, qui a été créé en 2019, et qui constitue un peu l'outil un peu singulier dans la sous-région, puisque évidemment c'est un outil de prévention de l'extrémisme violent de nature un peu civilo-militaire, mais c'est surtout un outil qui permet un maillage informationnel, pour pas dire de renseignement, du nord du Togo, ce qui provoque également à la fois au sein des populations, et ça a été suffisamment notable pour être relevé dans notre rapport, des tensions assez fortes auprès des populations qui ont le sentiment d'être dans un maillage informationnel très important, même si c'est d'ailleurs une ambition des autorités togolaises que d'instaurer une culture du renseignement auprès de la population civile.
Dernier point à souligner sur la situation au Togo, mais vous pourrez lire en détail toutes ces dynamiques. C'est comme dans l'ensemble du nord des pays côtiers, des tensions religieuses qui existent aujourd'hui, avec un mouvement en particulier, plusieurs mouvements, mais un mouvement en particulier qui émerge au sein des communautés d'obédience salafiste qu'on appelle Isala en particulier, et qui existe un peu dans tout le nord des pays côtiers et qui est important de souligner car c'est aussi l'expression d'une tension au sein de la communauté musulmane et des différentes obédiences au sein de cette communauté. Pour le reste, je vous engage à lire cette étude précise et référencée sur les dynamiques et puis surtout qui va vous donner des exemples particuliers, des points, des citations qui sont expressives de la situation. Pour conclure, et pour pas être beaucoup plus long, ce que l'on peut dire de l'enjeu que représente la situation au Togo et au Ghana, c'est bien qu'on voit des situations différentes, mais également des risques similaires à de nombreux égards, des stratégies sensiblement différentes, mais qui veulent et qui ont tendance, qui ont l'ambition de s'harmoniser. La question est bien de deux ordres aujourd'hui. Un, n'est-il pas déjà trop tard? Et deux, malgré la résilience dont fait preuve les populations, est-ce que dans cette lutte contre le terrorisme qui s'annonce, les États côtiers vont-ils reproduire les mêmes erreurs, en quelque sorte, que les États sahéliens? Leur ambition était différente, mais confrontés à la menace immédiate, seront-ils en mesure de relever ce défi majeur, même si les situations sont assez différentes qu'au Sahel? Et enfin, dernière question, certes rhétorique, mais est-ce que les partenaires internationaux des États côtiers reproduiront également les mêmes erreurs que ils ou nous l'avons fait éventuellement dans les pays sahéliens, c'est-à-dire, on l'a vu, vouloir faire peut-être du state building alors qu'il fallait accompagner les politiques de ces pays. En tout cas, en ce qui nous concerne, médiation, notre analyse, notre recommandation principale dans cette situation, est bien celle de ne pas prendre uniquement la politique du tout sécuritaire, mais bien aussi d'accompagner par des programmes et des actions de soft, d'écoute de population et de capacité de renforcement, non pas seulement sécuritaire des États, mais renforcement des États dans leur dimension sociale, d'écoute et d'inclusion des populations. Voilà un petit peu nos points et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Florent. C'était très édifiant et tu es resté dans les temps, avec la marge d'erreur, comme on dit. Et merci à tous ceux qui sont connectés, qui continuent de suivre. On a dépassé 50 participants. À la suite de ta conclusion, je retiens une chose de ton propos, c'est que quand le Sahel éternue, c'est toute la côte qui est enrhumée. Et j'ai donc envie de me tourner à présent vers Gilles et Bakary Sombé. Gilles Yabi de Wati et Bakary Sombé de Timbuktu Institute. Alors, vous avez suivi la présentation et nous savons que vous-même, à titre individuel et aussi à titre corporatif au sein de vos différentes organisations, vous travaillez sur ces sujets-là. Quel est le regard que vous pouvez porter peut-être déjà sur la construction ou l'architecture de ces groupes armés et leur évolution au fil du temps? Je donne la parole à Gilles pour commencer.
Merci beaucoup, Victor, Emmanuel. Merci à toutes et à tous pour votre présence et merci à la Fondation Konrad Adenauer et au programme de dialogue politique régional de m'avoir convié et d'avoir convié Wati à cette discussion. Je pense extrêmement importante pour la sécurité régionale. Et je signale que Wati est un partenaire de la Fondation Konrad Adenauer et donc c'est un vrai plaisir à nouveau de participer à cet échange. Je salue également Florent Gel de Promédiation, Bakary Samb du Timbuktu Institute. Et je crois qu'on a là une sorte d'écosystème un peu de personnes d'organisations qui travaillent réellement à alimenter un débat public de qualité sur les questions essentielles pour l'avenir de notre région ouest africaine, Sahel, pays côtiers compris. Alors, je crois que j'ai seulement 5 minutes, donc je vais essayer de faire quelques remarques très rapides sur cette présentation. Je crois que c'est pas seulement la présentation qui était d'une très grande richesse. Cette présentation illustrait la richesse du document, de l'étude elle-même. Et j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent à la situation dans la région et à l'extension de cette menace vers les pays côtiers, de lire cette étude, parce que moi, j'ai beaucoup appris et je voudrais commencer par saluer le travail factuel. Je crois qu'on est à une époque où il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'opinions qui sont formulées sans qu'on ne fasse attention aux faits, sans qu'on ne commence par documenter ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que le travail de promédiation est un travail de terrain, de documentation, avec une méthodologie qui est très crédible et qui permet d'avoir à nouveau des éléments factuels qui sont indispensables. Avant de pouvoir faire une analyse, il faut avoir des faits. Et je salue par exemple des faits sur le Ghana, je pense qu'ils sont assez nouveaux pour beaucoup d'entre nous. Lorsque j'avais pris connaissance de cette étude, il est très clair que cette implantation, ou en tout cas cette présence de ces groupes armés à travers des recrutements au Ghana, au nord du Ghana, c'était quelque chose d'assez nouveau et on ne se serait pas nécessairement attendu à ce qu'ils soient plus présents d'une certaine manière au Ghana, au nord du Ghana, qu'au Togo, par exemple. Donc, je pense que c'est là, justement, toute la valeur de ce type d'études de terrain et de documentation des faits. Je voudrais peut-être faire quatre remarques principalement. Premièrement, je pense qu'il était intéressant de souligner les réactions des gouvernements du Ghana et du Togo, parce que là aussi, généralement, les citoyens de la région sont très désabusés par rapport à la possibilité même pour les États de réagir. Et je crois qu'on a parfois le sentiment que les États ne font rien ou qu'ils ne reconnaissent pas l'importance de cette menace. Je crois que ce que l'étude montre, c'est qu'il y a quand même eu très clairement une prise de conscience des gouvernements au Ghana comme au Togo de la menace et une réaction multidimensionnelle. Par exemple, au Togo, cela a été mentionné, le fait d'avoir créé le CIPLEV qui intègre des autorités, notamment des différentes régions dans la réponse, dans la prévention de l'extrémisme violent, je pense que c'est une approche qui est très intéressante et qui a permis d'avoir justement un lien plus fort entre les populations dans ces localités et les autorités gouvernementales de manière à pouvoir adapter les approches et les réponses sur le terrain. Je pense que c'est important qu'on documente aussi ces réponses des États pour qu'on n'entre pas dans un cycle un peu de conviction qu'on ne peut absolument pas réagir par rapport à ces menaces. Deuxième élément que je soulignerai, l'importance de la dimension logistique et du financement des groupes armés. Je crois qu'on l'oublie souvent. Lorsqu'on a des situations de ce type de groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou pas d'ailleurs, la même logique s'applique aux rébellions armées. Il faut examiner, à mon avis, non seulement les acteurs, leur motivation, mais il faut examiner le contexte dans lequel ils opèrent et il faut examiner les moyens dont ils disposent. Et cet aspect moyen est extrêmement important. Lorsque vous n'avez pas les moyens de la violence, lorsque vous n'avez pas les moyens financiers qui vous permettent d'avoir les moyens de la violence, c'est-à-dire les armes notamment, vous avez peu de possibilités en réalité de déstabiliser un État. Et donc, cette dimension logistique et le lien avec l'économie informelle me semblait très importante. Et dans cette étude, on souligne par exemple la présence de ces groupes au niveau des zones d'orpaillage, donc d'exploitation illégale de l'or. Et je crois que cet élément est très important.
Et ça souligne aussi le fait qu'on ne peut plus se permettre ce qu'on a permis pendant des décennies, d'avoir une gestion très laxiste des zones frontalières et du côté totalement informel qui permet tous les trafics. Trafic d'êtres humains, trafic d'or, trafic de bois, etc. On ne peut plus se permettre ça compte tenu aujourd'hui des implications sécuritaires de cette économie informelle. Mais en même temps, ça souligne que ça va être très difficile parce qu'on a pris de très mauvaises habitudes et les forces de défense et de sécurité, soit elles ne sont pas très présentes ou lorsqu'elles sont présentes, en fait, elles font partie de cette économie informelle des trafics. C'est-à-dire qu'elles ne luttent pas contre les trafics, mais qu'elles se servent aussi de ces trafics pour améliorer leurs revenus. Et je crois que ça souligne un des points centraux de la réponse, comprendre l'économie de conflit, comprendre l'économie de ces groupes armés, leurs besoins logistiques et répondre aussi par l'assèchement de ces sources de revenus. Deux dernières remarques. Une sur la question du tout militaire, tout sécuritaire. Je crois qu'on est d'accord aujourd'hui très clairement sur le fait qu'il ne faut pas répondre par du tout militaire et même par du tout sécuritaire. Mais je pense qu'il est important malgré tout de faire la distinction entre les deux. Le sécuritaire, ce n'est pas que le militaire. Le sécuritaire, ça implique notamment le travail des services de renseignement et l'établissement de liens très forts avec les populations. Et donc, je crois qu'il ne faut pas négliger la réponse sécuritaire. Elle est absolument indispensable parce qu'au fond, un élément aussi important de l'implantation des groupes armés, c'est leur anticipation, l'anticipation que ces groupes font de la capacité de réaction des États. Si les groupes anticipent un État extrêmement faible qui n'est pas présent sur le plan sécuritaire, qui n'est pas capable de réagir, mais évidemment, ils vont choisir d'y aller de plus en plus fort. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de la réponse sécuritaire. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on a une bonne réponse sécuritaire et une réponse sécuritaire qui n'aggrave pas la situation. Et je vais terminer, peut-être, il y a beaucoup d'autres éléments, mais pour rester dans les temps, je vais terminer par l'élément de... Alors, j'hésite, il y a deux éléments qui viennent à l'esprit. Alors, je vais quand même souligner les deux. Premièrement, sur la question de la gouvernance politique. Je crois que dans le cas du Ghana en particulier, c'est un des pays considérés comme étant les modèles sur le plan de la démocratie et de la poursuite de la démocratisation dans un environnement de coup d'État dans la région. Mais je crois aussi qu'on a malheureusement des signaux assez inquiétants sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la corruption. Et je crois que ça peut affaiblir le lien entre l'État et les populations et créer à nouveau des brèches pour les groupes armés et pour tous les entrepreneurs de la violence. Je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant et ne pas simplement se contenter d'avoir un regard sur les contextes locaux, mais regarder aussi ce qui se passe du point de vue de la gouvernance politique de manière plus générale. Et je termine par l'initiative d'Accra qui a été mentionnée. Je pense que c'est une très bonne initiative et je pense qu'une des leçons à tirer peut-être du Sahel, c'est qu'il ne faut pas faire le G5 Sahel, il ne faut pas faire de l'initiative d'Accra un autre G5 Sahel, c'est-à-dire ne pas l'institutionnaliser davantage, ne pas, disons, sortir de la discrétion de cette initiative et rester focalisé sur le pragmatisme. On n'a plus beaucoup de temps pour réagir dans la région. On ne peut pas se permettre à nouveau de bâtir des institutions et de faire beaucoup de choses qui vont prendre beaucoup de temps. On a besoin d'action, on a besoin de réponses rapides pour préserver l'essentiel. Et je vais m'arrêter là. Et on vous remercie à nouveau de m'avoir convié à cette discussion. Merci Gilles. C'était très enrichissant ce que tu as souligné. Donc, en gros, je résume, tu as parlé de la réponse des États, tu as parlé des moyens financiers des groupes armés qu'il faut monitorer, il faut chercher à enquêter dessus. Tu as parlé de la réponse sécuritaire, qui n'est pas que militaire, et la gouvernance politique, ainsi que le pragmatisme avec lequel il faut agir. Je vais donc demander à Bakary Sambé de nous donner lui aussi son point de vue. Je rappelle aux différents participants qu'ils peuvent continuer de poser les questions dans le chat qui nous sont relayées pour la session de questions et réponses de tout à l'heure et que l'ouvrage, dans sa version française, sera disponible dès demain sur le site de la CAL, sur le site de Promédiation, et dès la semaine prochaine, vous aurez la version anglaise. Voilà, donc je cède la parole à Bakary Sambé. Merci beaucoup et je commencerai, comme mon prédécesseur, à remercier Promédiation, mais aussi la Fondation Konrad Adenauer, qui est un partenaire stratégique même de Timbuktu Institute avec laquelle nous travaillons dans beaucoup de domaines.
notamment y compris les questions sécuritaires et de prévention de l'extrême violence. Je remercie donc aussi particulièrement le bureau d'Abidjan qui fait un travail très, très important dans la région en termes de dialogue politique et en termes de recherche que j'apprécie beaucoup. Félicitations aussi à nos amis de Promédiation avec cette belle présentation de cette recherche qui, à mon avis, était très importante dans le cadre de la documentation des phénomènes. La première chose qui me frappe, c'est que après la présentation de Florent, c'est véritablement rouvrir encore les yeux. Il y avait une tendance dans la région ces derniers temps, et ça continue auprès de certaines institutions de recherche et de collègues, à nier complètement l'aspect djihadiste de cette violence-là et de vouloir expliquer tout ce qui se passe dans le Sahel avec une forme d'analyse criminologique, en parlant de groupes criminels, de trafiquants. Il y a plus de djihadisme, il n'y a plus d'idéologie, alors que tout le spectre qu'on nous a montré à travers les cartes, que nous avons vues quand même s'il y a des éléments qui sont d'ordre criminel, etc., on voit quand même des noms de mouvements qui s'appellent Ansar al-Islam, qui s'appellent Jama'at Ansar al-Muslimin, etc., qui parlent de djihad, qui font des références idéologiques. Alors que c'est ça qui m'a frappé dans cette présentation de Florent, c'est-à-dire que ces derniers temps, les recherches récentes étaient comme dans une forme de déni du caractère djihadiste, du caractère terroriste, avec un penchant idéologique de ces phénomènes-là. Je pense qu'on a été, ces derniers temps, beaucoup influencés par des thèses développementalistes et même d'autres thèses qui, n'ayant pas une capacité à comprendre les dynamiques, à comprendre ces dynamiques-là, de vouloir nier complètement cet aspect idéologique qui, quand même, quelle que soit la petitesse de la représentation statistique, me semble être la base idéologique, sinon un déclencheur important. Ça, c'était très important parce que le nom des mouvements qu'on a vus, l'État islamique au Grand Sahara, Ansar al-Islam ou al-Muslimin, donc font quand même référence à la religion, à ce facteur religieux que certains veulent parfois de manière très schématique caricaturer en parlant de prisme religieux, alors que je pense que c'est un élément important de l'analyse qu'il faut situer. La preuve, dans le développement de Florent, on voit bien ce que j'appelle le continuum socio-culturel et religieux, mais aussi s'il arrive à évoquer des tendances salafistes comme Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunnah, on voit comme cet élément-là, quelle que soit l'approche basée sur la gouvernance, l'approche basée sur le trafic d'or, sur la criminalité, cet élément, on ne peut pas aujourd'hui l'exclure de l'analyse. Ça, c'est un point très, très important sur lequel je voulais m'arrêter. Bien entendu, l'approche multidimensionnelle au niveau des États, c'est très, très important. Le CIPLEV au Togo et d'autres initiatives telles que l'initiative d'Accra, qui, me semble-t-il, sont des initiatives à saluer. Mais lorsqu'on creuse dans le discours de ces mouvements, et j'ai eu à exploiter des documents qui parlent du nord du Togo. Les documents provenant du monde arabe, travaillant sur cette zone, parlent bien de Harakat Tabshiriya, en dénonçant une forme d'entrave à la da'wa, donc à la prédication, qui serait le fait de pays où on nie l'existence de ces communautés musulmanes. Et on a le même phénomène au Burkina Faso, qui jusqu'ici, à mon avis, tarde à être mis sur la table, c'est-à-dire que ce début de revendication qu'on a vu dès les années 2014 d'une majorité musulmane sur le plan numérique et qui met cet argument en avant dans ses revendications. Je crois que le religieux n'explique pas tout, l'idéologique n'explique pas tout, mais il ne faut pas non plus nier cette dimension dans l'analyse, sinon on serait dans une forme de fragmentation des facteurs, alors que nous sommes dans l'obligation de mettre tous ces facteurs ensemble pour avoir une meilleure compréhension des phénomènes. Alors, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup. L'autre dimension que je vois et qui dessine des tendances déjà connues dans le Sahel, c'est-à-dire la question des conflits intercommunautaires.
on le voit très bien à travers ce pastoralisme et les questions de transhumance, très nettement, très clairement pour le cas des trois pays. Et je crois qu'il faudrait véritablement prendre ça au sérieux, mais en croisant cela avec ce que j'appelle les continuums socio-culturels et religieux, c'est-à-dire qu'en même temps que se déplace l'épicentre des pays sahéliens vers ces pays-là, malgré les rivalités des groupes terroristes qui ont un peu ralenti ces dernières années cette avancée-là, on voit que quand même ce continuum est important et il faut l'étudier en même temps. Et l'autre chose que je voulais simplement dire, c'est que la question pastorale, elle est au centre. Elle est au centre aujourd'hui, aussi bien en même temps qu'elle explique une partie quand même des facteurs qui font que dans l'État islamique au Grand Sahara, par exemple, arrive à recruter aussi bien au nord, au Niger que dans l'Iptako-Gourma. On voit aujourd'hui que ces questions pastorales qui est au centre de ce questionnement-là sur cette radicalisation, en tout cas cette poussée extrémiste, est à prendre au sérieux. Et je reviens sur une chose que j'avais dite la dernière fois lors de la réunion des envoyés spéciaux de l'Union européenne au Sahel. Je continue à dire qu'on veut encore éluder cette question. Parce que oui, certains parleraient peut-être d'une stigmatisation des peuples, etc. Alors qu'il ne s'agit pas de stigmatisation, il s'agit de pointer le doigt sur un phénomène transnational à partir de griefs qui frappent une communauté, par exemple, à qui on n'a pas donné des chances, par exemple, de dialogue ou de négociation, tel qu'on l'a vu avec les Touaregs au Niger, tel qu'on l'a vu avec les Touaregs au niveau du Mali, avec la CMA, etc., les accords d'Alger. On est en train de garder ça comme un tabou qui aujourd'hui, un jour ou l'autre, va encore embraser la région. L'autre question, et qui est liée à celle-là, c'est-à-dire l'approche militaire, elle est nécessaire pour limiter la propagation, elle est nécessaire pour gérer les urgences sécuritaires. Mais aujourd'hui, quand j'entends, et c'est mon appréhension, en parlant, comme Florent, d'erreurs du Sahel qu'on peut retrouver dans ces pays-là, quand j'entends des succès militaires annoncés, des ratissages, nettoyage de certaines zones, etc., alors sachez qu'à chaque fois que vous entendez cela, c'est qu'il s'agit parfois de crimes de guerre, de stigmatisation de communautés, de ciblage, qui aujourd'hui, à mon avis, est en train de semer les futurs germes des conflits intercommunautaires interminables dans la région qui vont se greffer à cela. En quelque sorte, lorsqu'on entend dans ce rapport qui est très fouillé et quand on lit aussi certaines parties, on se rend compte finalement qu'on est dans cette conclusion partielle qu'on pourrait avancer, que les niches de radicalisation se trouvent toujours à la croisée de ces trois éléments. Premièrement, une faible capacité d'inclusion socio-économique, socio-politique de la part des États. Deuxièmement, croisé à ce qu'on peut appeler des griefs et des frustrations, des griefs sociopolitiques qu'on remarque sur certaines populations marginalisées ou ostracisées. Et en troisième lieu, vient maintenant la capacité des groupes extrémistes violents à surfer sur ces griefs-là, comme le fait l'État islamique au Grand Sahara. On le voit très bien nettement sur les pourcentages de recrutement qui ont été explicités dans ce rapport. Ceci nous amène à quoi? Et c'est là où j'en termine, parce que je pense que j'ai déjà abusé de la parole. Je crois que aujourd'hui, la situation elle est préoccupante. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des interventions militaires, de faire des interventions dans le cadre de stratégies militaires, tout simplement. Ces stratégies sont nécessaires. Je ne dis pas que le militaire n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait, pour ces États côtiers qui ont un peu, pas beaucoup de temps, encore une fois, essayer de travailler sur les deux plans. D'une part, gérer les urgences sécuritaires par ces interventions militaires,
par le renforcement des contrôles transfrontaliers, etc., mais développer ce qu'on appelle le contre-terrorisme, mais développer ce qu'on peut appeler des stratégies de prévention de l'extrême violence, qui sont différentes des stratégies de contre-terrorisme qui s'attaquent à quelque chose de très simple, c'est-à-dire l'élimination de cibles qui peuvent se régénérer, mais la prévention de l'extrême violence va s'attaquer aux causes structurelles. Et parmi ces causes structurelles aujourd'hui, il y a cette histoire de pastoralisme qu'il faut prendre à bras le corps. Il faut aussi la question des transhumances, mais aussi la question des griefs sociopolitiques, quelle que soit la puissance d'un renseignement, quelle que soit la puissance d'intervention militaire. On ne peut pas tuer une idéologie par une Kalachnikov, comme je dis souvent. Je crois qu'il faudrait allier les deux et ne pas, encore une fois, je le rappelle, mettre de côté l'élément idéologique qui, à mon avis, même si parfois n'est pas à la source, est déterminant en tant qu'élément déclencheur. Encore une fois, je félicite vraiment les auteurs de ce rapport, Promédiation et puis la Fondation Konrad Adenauer et l'ensemble des chercheurs qui ont participé. Et encore merci pour l'invitation de Timbuktu Institute qui restera, comme vous le savez, toujours votre partenaire habituel sur ces questions dont nous partageons l'intérêt aujourd'hui. Merci. Merci, cher Bakary. C'était bien cette plongée dans les causes structurelles des conflits actuels. Alors, on a quelques questions du public, plus que quelques d'ailleurs. La première question nous vient du Burkina Faso. Il y a quelqu'un dans le public qui dit que le Burkina, lui, penche aujourd'hui pour la négociation. Est-ce que vraiment c'est la solution, vu qu'il y a tellement de groupes terroristes à gérer? Voilà. La question, enfin, la parole est à qui veut la prendre, c'est assez libre. Entre Florent, Gilles et Bakary. Moi, bon, bien sûr, c'est une question qui me concerne en particulier, puisqu'on est une organisation de médiation et de négociation. Je voulais d'abord remercier Gilles et Bakary pour leurs analyses, leurs observations complémentaires, leur appréciation de notre travail et c'est également pour ça qu'il est précieux de les avoir sur ce type d'intervention et de panel. C'est parce que nos études ou nos rapports n'ont pas forcément vocation à donner toutes les dimensions qu'ils ont également apportées dans des observations courtes mais intelligentes, précieuses et qui replacent les choses dans leur contexte. Donc, un grand merci à eux également. Sur la question des négociations, effectivement, le Burkina Faso, mais encore de façon beaucoup plus manifeste, le Niger, penche pour la négociation, puisque le président Mohamed Bazoum au Niger l'a annoncé depuis maintenant une quinzaine de jours. Cette question de la négociation, elle est intéressante à plusieurs titres. Alors, est-ce que c'est possible? Bon, nous, évidemment, comme organisation de négociation, on pense qu'une négociation est toujours possible pour la simple et bonne raison que, tout le monde, à peu près, je pense, tout le monde, même les militaires, font le constat que ce conflit ne pourra pas être gagné militairement. Et donc, il faut trouver une issue politique à cette crise. La question, c'est que, à part l'Afghanistan qui a assez mal marché, on a peu d'exemples dans lesquels on a pu ou réussi ou même engagé des discussions avec des organisations de nature djihadiste considérées comme terroristes, puisque en général, le laïus, le slogan, c'est « on ne négocie pas avec les terroristes ». Ce qui est, à mon avis, une erreur. Parce que un terroriste et c'est un mode d'action militaire, c'est pas une nature. Et on négocie bien avec des groupes armés. Donc, premièrement, cette guerre est probablement ingagnable d'un point de vue militaire. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on engage une négociation qu'on tombe forcément sur un accord. Une négociation, ça peut échouer aussi. Ça peut reprendre, ça peut, voilà. Les grandes négociations de fin de conflit ont pu parfois prendre plusieurs années. En Afghanistan, par exemple, les premiers contacts ont été pris par
les Norvégiens avec les talibans pour négocier ont été pris en 2006 et un accord a été trouvé en 2019. Donc, vous voyez, plus de 10 ans. Et il faut ça pour négocier des sujets aussi importants. Troisièmement, même s'il faut une réponse sécuritaire et qu'une négociation ne se fait pas le couteau sous la gorge, la voie de la négociation ne doit pas, de notre point de vue, être repoussée de façon préalable. Il faut pouvoir conserver les différents leviers d'action qui sont à la disposition des États et la négociation en fait partie. Et il est très rare finalement que la négociation, que la discussion ou la facilitation ne soit pas convoquée dans un conflit ou dans une situation politique. Et d'ailleurs, une partie de la stabilité, toute relative, mais de la stabilité des États de la région avant le déclenchement de ce conflit, venait du fait que la plupart des États, le Mali, le Burkina Faso ou d'autres, menaient déjà des discussions avec les groupes armés, mais peut-être pas forcément les bonnes discussions. En gros, pour faire simple, la plupart des régimes de la région avaient négocié leur tranquillité avec les groupes armés en échange de sécurité pour le Burkina Faso, d'argent pour le Mali, etc., etc. Donc la négociation doit demeurer un levier, mais un levier bien mené. La question, c'est pas de négocier ou pas négocier, mais qu'est-ce que l'on négocie, avec quel assentiment des populations, avec quelle légitimité et quelle validation. Et de ce point de vue-là, la question de la légitimité pose évidemment pas mal de problèmes dans des États qui ont connu des coups d'État militaires de ces dernières années. Très bien, merci Florent. Je vais vous demander d'être un peu plus concis. Oui, pardon. Voilà. Alors, deuxième question, est-ce que la prolifération des initiatives, justement, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, ne risque pas de remettre en cause leur efficacité? Une question peut-être pour Bakary. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une question qui est en transition avec la question de la négociation qui, à mon avis, passionne beaucoup. Quand je vois cette question-là, je vois qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a le camp de ceux qui sont de la négociation et ceux qui sont dans la négation. Et entre les partisans de la négociation et de la négation, il y a bien une voie médiane que j'appelle la médiation. Et cette médiation, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est peut-être l'implication des légitimités traditionnelles et religieuses, telles que UNOAS a essayé de faire ça au mois de décembre. Il y avait une conférence à Dakar avec ces légitimités traditionnelles et religieuses qui, à mon avis, peuvent être légitimes vis-à-vis de ces groupes-là. En plus de ça, il y a un apport très important, je crois, à valoriser dans la médiation, c'est la valorisation des stratégies endogènes. C'est-à-dire que ne pas être arc-bouté sur des solutions purement d'intervention étrangère, internationale, ni nier cette intervention-là, mais donner leur chance à des pourparlers et à pouvoir se parler. D'ailleurs, quand on a entendu ce que le président Bazoum a dit sur la pratique qu'il en a faite déjà au Niger et ce qu'on a annoncé au Burkina Faso, il faut alors voir en quoi cela va consister. Je crois que on pourrait valoriser le rôle de ces légitimités traditionnelles et religieuses et donner une empreinte beaucoup plus locale aux solutions que l'on propose. Oui, la multiplication des stratégies, nous avons vu ça dans le Sahel, avec plus de 20 stratégies Sahel, la plupart forgées en dehors du Sahel et parfois sans les Sahéliens. On se félicite qu'il y ait des initiatives pour ce qui est des pays côtiers, mais je pense qu'aussi il faudrait faire moins de multiplication de ces stratégies-là et aller vers des synergies, parce que nous n'avons pas le temps, mais nous n'avons pas aussi les ressources et les moyens de nous attarder sur cette dispersion, aussi bien des moyens des partenaires de la communauté internationale, mais aussi des possibilités des États qui doivent agir et en urgence. Très bien. Une question pour Madame Brinkel. Est-ce que la Fondation a déjà conduit une étude, à part celle-ci, peut-être sur les pays du Sahel? Je crois que ça avait été déjà dit dans le point introductif, mais je pense que ce participant nous a rejoint en cours de route. Ce serait bien de lui dire deux, trois choses là-dessus.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Wie ich in der Einleitung angekündigt hatte, haben wir gemeinsam mit Promediation eine erste Studie erstellt und die ist im vergangenen Jahr veröffentlicht worden, auch online abrufbar, und da ging es eben um die Länder Benin, Burkina Faso, was dann ja eben Sahelregion ist, und Côte d'Ivoire. Also diese Studie kann ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Existiert auf Englisch und Französisch. Très bien. Merci. Merci, Madame Regel. Autre question. Celle-là, je crois qu'elle s'adresse à Gilles. Voilà. Il est demandé si l'initiative d'Accra a été acceptée par tous les autres États. Où est-ce qu'ils en sont? Enfin, les résolutions qui ont été prises au cours de l'initiative d'Accra, je veux dire, est-ce qu'ils ont commencé à les implémenter? Voilà. La question vient d'Accra, justement. Oui, merci. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'initiative d'Accra. Peut-être que Florent aura des éléments aussi complémentaires à donner. Je crois que l'étude le mentionne. L'initiative d'Accra s'est traduite notamment par des opérations militaires conjointes des États côtiers. Et donc, c'est un élément important de cette initiative. Et je pense que l'autre élément, depuis le début, c'était vraiment le partage d'informations, de renseignements entre les États côtiers, de manière justement à faire en sorte qu'il y ait une réponse régionale articulée et qu'il y ait aussi maintenant, je pense, une jonction plus claire avec les États du Sahel. Parce qu'à nouveau, je pense que le fait de séparer dès le départ un peu la menace au Sahel de la menace générale en Afrique de l'Ouest, pour moi, c'était une erreur fondamentale depuis la création notamment du G5 Sahel. Et donc, on savait bien qu'on allait avoir un débordement dans d'autres États. Et je crois que l'initiative d'Accra a la possibilité de répondre à cette erreur initiale. Et je soulignais simplement probablement la nécessité pour elle de rester relativement discrète, contrairement au G5 Sahel. Et je crois qu'il faut aussi garder le pilotage régional de ce type d'initiative. C'est extrêmement important, je pense, aussi du point de vue de la réponse. Peut-être, Victor, si je peux me permettre de rebondir sur la question du dialogue. Oui. Oui. Donc, je pense qu'elle est importante. Je rejoins un peu ce que Bakary a dit. Je crois qu'il faut être nuancé aussi sur les termes. La négociation, c'est pas nécessairement la médiation et c'est pas nécessairement le dialogue. Lorsqu'on parle de négociation, on pense tout de suite à une possibilité d'accord politique et donc effectivement d'étudier les revendications politiques éventuelles des groupes armés. On peut estimer que cela est nécessaire. Je rappelle que l'exemple de l'Afghanistan qui a été donné, les talibans ont toujours été une émanation de la société afghane. Et d'ailleurs, ils se sont formés beaucoup en réaction justement aux interventions extérieures. Je crois qu'on ne peut pas en dire autant de tous les groupes armés qui sont dans le Sahel, et en particulier lorsqu'on a un débordement de groupes qui sont par exemple au Burkina et qui vont dans le nord du Togo, le nord du Bénin ou le nord du Ghana. On ne peut pas estimer qu'il y a une forme de légitimité à discuter de leurs revendications politiques au Ghana, au Togo ou au Bénin. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Après, le fait d'ouvrir des fenêtres de dialogue qui permettent d'absorber des combattants, je crois que c'est quelque chose de différent. Et ça ramène aussi à ce que je disais. Je pense que les combattants, on a tendance à penser qu'ils font partie surtout des acteurs. Je crois qu'ils font partie des moyens. Dans une grande mesure, les leaders ont des objectifs clairs. Ils ont besoin de les atteindre. Ils ont besoin de combattants. Les combattants, la manière dont on les recrute, ça fait partie de l'analyse des moyens, je pense, de ces groupes armés. Si on veut parler de négociation, c'est plutôt avec les leaders, mais si on veut avoir d'autres approches pour couper, disons, la possibilité de recrutement, là, on peut avoir, disons, des approches qui permettent de récupérer ces combattants. On a un peu ça qui s'est fait au Niger avec les combattants de Boko Haram, par exemple, et je pense que c'est une approche qui me semble être raisonnable. Bien, merci Gilles. Florent, avant que tu ne réagisses sur l'initiative d'Accra, en fait, il y a d'autres préoccupations dans le chat. Alors, c'est une question 3 en 1 pour toi. Peut-être de certains qui n'ont pas suivi la présentation dès le début. Est-ce que l'étude, c'est ça la question, est-ce que l'étude cite les causes et des propositions de solutions face à tout ce dont on est en train de parler? Et enfin, le rôle, est-ce que l'étude a pris en compte le rôle des femmes dans le phénomène, surtout dans l'économie informelle? Voilà. Alors oui, les causes, c'est une partie évidemment de l'analyse de cette étude, même si tout l'intérêt de notre approche n'est pas un travail universitaire.
Ça reste une forme de documentation effectivement de terrain, comme le soulignait Gilles, qui a pour but de mettre en lumière et en exergue des phénomènes qui sont peu ou pas du tout connus, évalués ou appréciés à leur juste valeur. Notre capacité à justement mener des discussions, mener des médiations et mener des négociations dans les situations de conflit, de crise politique ou de zones d'extrême tension, fait en sorte que l'on a accès à des informations, des phénomènes, des analyses qu'on met à disposition à certains moments dans ce type d'études. Voilà. Parce qu'il nous semble important qu'elle soit connue du grand public, de la communauté des chercheurs, des organisations non gouvernementales et bien sûr des décideurs. Donc c'est l'objet de ce travail. Donc on parle effectivement des causes, on parle notamment, comme l'a souligné Bakary, des questions de pastoralisme qui semblent centrales et sur lesquelles on met tout un travail par ailleurs au sein de l'initiative, avec l'initiative Latra et d'autres. Et puis, sur la question des solutions, nous, on est une organisation qui travaillons sur la question de l'appropriation des solutions. C'est-à-dire que c'est pas à Promédiation, soit depuis son bureau à Ouagadougou, à Accra, à Paris ou ailleurs, de dire voilà, il faut faire que, il y a qu'à que, etc., etc. Nous, c'est pas notre méthodologie d'action. Notre méthodologie d'action, c'est de mettre les gens ensemble et que les gens trouvent leur propre solution. Malgré tout, en soulignant des problèmes, on souligne aussi l'importance de trouver des solutions sur ces problèmes. Quand on parle des questions de pastoralisme, quand on parle des questions de trafic, quand on parle de la question de la sécurisation des territoires, des personnes et des biens, on pointe le doigt sur des thématiques, des sujets qui doivent trouver des réponses. Mais voilà, on est une organisation non gouvernementale on n'est pas des citoyens ghanéens pour élire des représentants qui sont eux censés trouver les réponses. Donc voilà. Et puis c'est la question du rôle des femmes, c'est une question qui est toujours très importante. Mais qui n'a pas été traité en tant que tel dans cette étude, parce qu'il faut des outils méthodologiques et d'approche spécifiques qu'on n'a pas mis en œuvre dans cette étude, mais c'est une question qui est évidemment importante à traiter. On la traite dans d'autres aspects, dans d'autres sujets, puisque par exemple dans toutes les questions de médiation ou de négociation, l'approche par le genre, outre le fait d'être recommandée par la résolution 1301 des Nations Unies, a une grande pertinence. Je prends juste un exemple très rapidement. En Libye, par exemple, on fait des négociations parallèles avec des communautés, enfin des médiations dans une communauté dans le sud de la Libye. On a une médiation qui est la médiation officielle, avec les hommes, parce que c'est eux qui représentent le pouvoir, l'institution, etc., etc. Et en fait, la médiation qui marche le mieux, c'est presque celle qu'on fait entre les femmes de ces deux communautés qui s'opposent et qui poussent leur mari le soir à prendre des positions beaucoup plus intéressantes. Et c'est une médiation qui marche très bien. Donc, c'est aussi quelque chose auquel on croit, mais qui n'a pas été abordé dans cette étude. Merci. Merci. Merci, Florent. Alors, je me tourne du côté de Bakary. Est-ce que vraiment les organes de décision, les organes de prise de décision au plus haut niveau étatique prennent souvent en compte les résultats de ce genre d'enquête? Parce que Timbuktu, comme Ouati, comme Promédiation, on a une idée de votre réseau, mais je crois que le public aimerait aussi savoir, est-ce que ça demeure ici dans notre cercle ou bien ça va plus loin que ça? Oui, merci beaucoup. Une question très importante. C'est vrai qu'il y a des think tanks dans la région qui font beaucoup de travail, qui font de la recherche. Il y a des fondations qui les soutiennent. Nous sommes très soutenus par la fondation Konrad Adenauer, par exemple, pour nos recherches sur le Sénégal et dans d'autres pays du Sahel. Mais je pense qu'il y a encore une culture
assez francophone, si j'ose dire, qui met encore des cloisons entre le monde de la décision et le monde de la production de la connaissance. Et donc, je pense que c'est à nous, on essaye de pousser pour certaines recherches, de voir que les conclusions et les recommandations soient prises en compte. Récemment, il y a eu quand même une très bonne initiative, c'était au Togo quand même, où lors de la réunion sur la résilience à l'extrémisme et sur les transitions politiques, le gouvernement a pris la peine d'inviter des think tanks de la région, des chercheurs, pour les écouter avant de prendre certaines décisions, ou en tout cas avant d'élaborer certains documents de travail. Ça commence à faire son chemin, mais ce n'est pas encore une culture établie. Il faudrait de plus de peut-être promédiation, on va faire cette médiation entre le monde de la production de la connaissance et de la décision aussi, qui est très importante à mon avis, pour que ces stratégies-là soient les plus efficientes possibles et soient capables aussi de régler ces problèmes sécuritaires et ces problèmes multidimensionnels auxquels nos pays sont confrontés aujourd'hui. Très bien. Merci Bakary. Alors Gilles, dans ta première intervention, tu as parlé des moyens matériels, des trafics, voilà, de trafic humain, trafic du bois, etc. Il y a une question justement qui revient sur cette intervention. Est-ce que l'économie du terrorisme, si on peut l'appeler ainsi, je crois que Florent a parlé d'économie grise parce que l'État n'a pas de regard dessus. Quel est le rapport, quel est le lien entre la jeunesse dans ces zones et l'aspect économique qu'emploient les terroristes pour proliférer? Oui, alors je crois à nouveau que le lien, il est explicite avec la question du sous-emploi, du manque de revenus et de la situation des jeunes dans ces régions qui sont les plus marginalisées de ces pays. Lorsque vous prenez, par exemple, le nord du Ghana, on sait depuis longtemps qu'il y a des inégalités très importantes entre le nord et le sud du Ghana. Malgré des programmes délibérés pour essayer de réduire ces inégalités, lorsqu'on regarde les statistiques ghanéennes, il y a toujours des différences très marquées entre les régions du Nord et les régions du Sud. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des pays de la région. Les Nords sont souvent plus pauvres, plus démunis, y compris en termes d'infrastructures publiques, que les Suds, qui sont évidemment souvent ouverts aussi sur l'échange, notamment à travers l'accès à la mer. Donc, il y a des choses à faire sur la question des inégalités territoriales et c'est bien que la question soit posée parce que ça me permet d'insister sur ça. Je pense qu'une partie de la réponse, c'est vraiment au moins avant d'avoir de véritables effets de développement économique, qu'il y ait un discours sur le fait de comprendre qu'on veut vraiment réduire ces inégalités d'accès aux chances, inégalités de chance à la naissance. Lorsque vous naissez dans le grand nord du Ghana ou le nord du Togo, ou lorsque vous naissez à Lomé ou à Accra, vous n'avez pas les mêmes chances dès la naissance. Et je crois que ça, on doit travailler sur ça de manière profonde pour justement couper la possibilité de recrutement, disons, de ces jeunes par les groupes armés. Ça me permet peut-être d'ajouter, parce que je pense que j'aurais peut-être plus l'occasion de le faire. Je crois que Florent l'a dit tout à l'heure, c'est important. Le terrorisme est un mode d'action. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que l'idée de guerre contre le terrorisme n'a pas beaucoup de sens. Mais je crois que se focaliser seulement aujourd'hui sur les groupes djihadistes versus /terroristes dans la région, c'est aussi une erreur. Vous avez mentionné dans l'étude, Florent l'a mentionné, les enlèvements, par exemple. Au nord qui commence à arriver. On en a vu aussi au Bénin. C'est une pratique très généralisée au nord du Nigeria et même aussi au sud du Nigeria. C'est totalement criminel. Il peut y avoir des connexions avec des groupes djihadistes, mais il peut ne pas y en avoir. Cette économie grise existait avant. Les trafics de drogue existaient avant les groupes djihadistes. Je crois qu'il faut qu'on ait une vision globale des facteurs d'insécurité et de ne pas nous focaliser seulement sur la question des groupes armés djihadistes. On a besoin aujourd'hui de se rendre compte de l'extrême vulnérabilité de nos États à toutes les formes d'insécurité et de violence. Et on doit aussi regarder le Nigeria de beaucoup plus près. Les dynamiques au Nigeria sont fondamentales pour l'ensemble de la région et je crois que là aussi, on ne travaille pas assez sur le Nigeria et le lien avec tous les autres pays de la région. Excellent. Merci Gilles. Il est 15h02 en temps universel. Alors, on va avoir quelques petites minutes pour conclure, mais la toute dernière question, et celle-là elle s'adresse à Florent, que pense Promédiation de ce que fait Wagner dans le Sahel, dans ce contexte de terrorisme? Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet,
est-ce qu'une guerre éventuelle, plus globale, je veux dire, si le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'étendait à toute l'Europe, y aurait-il des conséquences sur le terrorisme en Afrique? C'est une question qui nous vient, je crois, du Togo. Voilà, c'est la dernière. Bon, Wagner, pour l'avoir vu opérer en Centrafrique également, je pense pas beaucoup de bien, c'est peu dire. Bon, d'abord, c'est une organisation undercover, enfin, qui n'a pas d'existence légale, mais qui est dans le sillage de la politique russe. Il faut pas se tromper, c'est assez clair et c'est assez net. Et c'est surtout les méthodes et les modes d'action de Wagner qui sont à prendre en considération, qui sont avant tout de la prédation économique en échange d'une conservation, d'une préservation des pouvoirs en place. Voilà. Donc quand vous manquez de légitimité, vous faites appel à Wagner pour défendre votre pouvoir, et en échange de ça, il prélève des ressources sur votre territoire et votre population pour se payer. Donc, ils se bêtent sur la bête, et donc c'est vraiment la définition de la prédation. Au-delà de ça, et je pense que vous l'avez vu, les modes d'action ont été bien éprouvés, et les conséquences ont été particulièrement éprouvées de l'Ukraine en 2014, en passant par la Syrie, le Mozambique, la Centrafrique et aujourd'hui le Mali. Les règles d'engagement, les éléments de Wagner sont inexistants. Ça veut dire que ils tuent, ils exécutent, ils torturent, ils pillent et ils violent. Voilà. Et donc, je pense que l'arrivée de Wagner pour un État est toujours une mauvaise nouvelle, même s'ils ont plutôt tendance à remplacer en ce moment les Français en Afrique. Voilà. La guerre en Ukraine peut avoir un certain nombre de conséquences. D'abord, et vous l'avez tous suivi, c'est la montée du prix des denrées alimentaires, et donc de la crise alimentaire qui peut s'en suivre, et qui est importante pour l'Afrique et son développement. L'accès à des denrées et l'importation de denrées alimentaires à des prix pas trop élevés est fondamentale pour le continent. Parce que produire et avoir des outils de production de l'autosuffisance est un processus long et complexe. Le deuxième impact que je vois pour le continent et le Sahel en particulier, c'est de détourner un acteur, il le fera pas complètement, mais enfin, c'est de détourner une partie des ressources d'acteurs importants tels que l'Union européenne ou d'autres partenaires d'une priorité stratégique que l'Afrique et le Sahel constituent pour l'Europe, mais l'Europe y compris pour l'Ukraine, je dirais dans sa globalité. Donc évidemment, quand on consacre des fonds à un conflit ou à la gestion d'un conflit, malheureusement on ne consacre plus au développement ou à la lutte contre les inégalités ou autre chose, ou accompagner la construction de rénovation étatique, comme ça peut se faire aussi au Sahel. Donc pour moi, c'est les deux conséquences principales que je vois. Bien, merci cher Florent, merci Gilles, merci Bakary. J'ai compris que le sujet nécessite beaucoup de réactions, mais voilà, on s'est fixé un certain temps et je crois qu'on l'a légèrement dépassé. Merci aussi à Madame Nickel. Merci à tous les collègues, merci à tous les participants et merci à l'équipe de traduction. Donc voilà, c'était un webinaire sur la menace djihadiste au nord du Ghana et du Togo, état des lieux et perspectives pour contenir l'expansion. Vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire à partir de demain sur le Facebook et le YouTube de CAS Abidjan. Vous aurez aussi le PDF de l'étude elle-même sur notre site internet cas.de/westafrica et promédiation.org. Et continuez d'aller sur ces sites, le site de Timbuktu, le site de Wati, le site de Promédiation, le site de la CAS. Beaucoup de ressources intéressantes pour tous vos travaux, pour toutes les questions que vous vous posez. Et comme on le dit, ça c'est un sujet sensible. Les autorités des différents pays les prennent en compte, mais bien sûr, ils ne vont pas venir étaler toute leur stratégie sur la place publique. Merci à tous d'avoir été là et bonne fin d'après-midi.